Des denrées est directement lié à quoi? Il est directement lié à un problème de disponibilité. Quand il y en a suffisamment, le marché est compétitif, les coûts baissent. C'est un problème de disponibilité, il n'y a pas assez à manger. Pourquoi il n'y a pas assez à manger? Ça s'explique par deux choses. Un problème d'accompagnement effectif des personnes qui produisent, on est d'accord avec ça. Et puis, à côté d'un problème d'accompagnement effectif des personnes qui produisent, la découverte de nouveaux marchés. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie des agriculteurs camerounais produisent pour d'autres marchés et non le nôtre? Vous avez idée, je n'ai peut-être pas les chiffres, mais c'est une réalité pour avoir des aînés, je vais dire, qui sont dans l'agriculture et qui cultivent, et 5% de leur récolte n'est pas envoyé sur le marché camerounais, mais à l'extérieur parce qu'on paye plus cher, parce que, on va dire quoi, le revenu par habitant est plus élevé, alors du coup les gens n'ont pas de peine à sortir de quoi, on va dire quoi, s'acheter à manger. Tout ce que vous constatez, il y a une chose, il n'y a pas suffisamment de nourriture sur le marché. Et je viens de vous expliquer pourquoi ça arrive comme ça. Maintenant, le point sur lequel je voudrais revenir, et le docteur l'a si bien cité, c'est un problème d'anticipation. Les raisons qui sont données et qui expliquent pourquoi nous traversons cette crise sont certes réelles, mais il y a un problème. Pourquoi on n'a pas été suffisamment vigilant pour anticiper justement de manière à savoir quelles sont les mesures qui peuvent être mises sur pied? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il faut augmenter les salaires. Augmenter les salaires dans le même contexte ne va pas résoudre le problème. Maintenant, on tombe dans le contexte. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je gagne 5 000 francs au jour. Oui. J'ai 3 000 francs au jour. Vous êtes riche. Non, ce sont des exemples. D'accord. J'aimerais en gagner davantage. D'accord. On a 3 000 francs au jour. On a des Camerounais qui ont 1 000 francs la journée. Oui. Et qui voudraient manger dans un pareil. Comment organiser son plat? Quels sont les choix faits? Quelles sont les possibilités? J'avoue que je ne vais pas faire un cours de nutrition ici, le cas échéant, et compte tenu du temps qui nous est imparti. Moi, j'ai juste besoin d'attirer l'attention sur des réalités, des faits. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est une réalité. Si on fait des recherches dessus, on tombe sur cette vérité-là. Nous importons dans ce pays de la nourriture dans ce pays. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Et vous savez, et quand j'essaye de faire mes propres recherches, je me rends compte que ce qui nous pose le plus de problème, ce sont les fondations nutritionnelles que nous avons nous-mêmes établies du fait de l'éducation, si vous voulez, et tout le reste. On nous fait comprendre que, tiens, le pain est un aliment complet, on est d'accord, et du coup, pour se nourrir, il faut du pain. Mais que l'État nous dise combien est dépensé, je ne sais pas, par année, pour acheter du blé, pour que le pain soit produit au Cameroun. Et maintenant, on a un problème. C'est que le pain qui est même produit ne nous enrichit pas, je vais dire, sur le plan nutritionnel. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Alors, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, à la base, on va dire quoi, refaire les fondations, je vais dire, de nos habitudes alimentaires. Question justement d'avoir des gens qui pensent à mettre sur dans l'assiette, peut-être au petit déjeuner le matin, des aliments qui sortent de nos terres. Prenez le petit déjeuner camerounais, je vais dire le plus régulier. Il est constitué de quoi à la base? Il est constitué sur du pain, ça c'est le principal. À côté, il y a du lait. On est d'accord? Ça sort de nos terres, ça sort de nos champs. Je pose la question. C'est non. Cet argent qui est dépensé pour acheter le lait, qui est dépensé pour acheter du pain, va dans les poches de qui? Surtout pas dans les poches des Camerounais, je vais dire en tant qu'agriculteur, en tant que producteur et tout le reste. Il y a déjà un problème à ce niveau qu'il faut résoudre. Nous cultivons du riz, oui ou non? I heard you speak in English. Yes. We have the rice in Cameroon. Yes. How many Cameroonians are aware that there is rice produced in this nation? Mais tous les jours, on a des conteneurs de riz qui entrent dans ce pays. Mais ces conteneurs de riz qui entrent, que nous achetons, l'argent reste dans les caisses de qui? En tout cas, pas dans les caisses de l'État, puisque ça doit repartir. Donc, vous comprenez que même déjà à la base, il y a le fait de sensibiliser la population. Chouning va nous expliquer tout à l'heure le choix de cette politique alimentaire. Tout à l'heure, voilà, allez-y. Oui, comme j'étais en train de dire, il y a comme à la base, je vais dire, un travail à faire, celle de sensibiliser la population sur quels sont les réels aliments, justement, qui, je vais dire, au quotidien pourraient permettre d'entretenir la santé. Et je peux vous rassurer, c'est tout autre chose que ce que nous avons en général. En 30 secondes. Oui. J'ai 2000 francs. Il y a les macabos au marché, il y a les pommes, il y a ci, il y a ça, il y a les fruits à gauche, à droite. On a besoin de manger pour vivre. Bon, comment j'organise mon plan en fonction de ce que j'ai? Maintenant, vous savez, il y a une réalité. J'ai dit, et on a eu l'occasion, Madame Monique, de discuter de cela une fois. Dans un contexte comme celui-ci, plus que jamais, chaque citoyen doit s'organiser à cultiver une partie de ce qu'il mange. Dans un contexte comme celui-ci. Si vous avez 2000 de rations et que c'est avéré que vous avez 2000, si vous devez encore sortir l'argent de la tomate dans ces 2000, c'est compliqué. Si vous devez sortir l'argent du persil dans ces 2000, c'est compliqué. Chacun peut trouver des roues, on en jette partout, on est d'accord, mettre un peu de terre, s'éduquer un peu sur comment, on va dire quoi, faire pousser de la tomate, s'éduquer un peu sur comment faire pousser du persil, du céleri et tout le reste. Si une partie de ce que vous consommez est cultivée par vous-même, alors le reste, on est d'accord, vous pouvez vous débrouiller au marché avec. Mais si vous devez tout
tout acheter, alors là, ça devient très compliqué dans un contexte comme Quand celui-ci. on en discutait justement, vous parliez de faire des choix, des produits saisonniers. Voilà. Par exemple, ça c'est un autre exemple, merci. Ça c'est un autre exemple. Ok. Oui, allez-y. 30 secondes, c'est très important. Ah d'accord. Et justement, l'occasion de cette discussion, justement, j'avais précisé qu'il faut être tellement au courant des différentes saisons et de ce que chaque saison propose. Parce que rassurez-vous, quand c'est la saison du macabo, le macabo est moins cher sur le marché, que vous le vouliez ou non. Quand c'est la saison des mangues, les mangues sont moins chères sur le marché. Le problème justement, c'est de s'accrocher à les habitudes alimentaires qui supposent qu'on ait continuellement des aliments qui sont hors saison. Quand c'est hors saison, ça coûte très cher, tout simplement. Merci beaucoup. Justement, c'est l'occasion de redonner la parole à Souné Ngwasiaka pour reparler de cette politique. Il parlait d'une éducation alimentaire. On préfère importer ce qui coûte plus cher, alors qu'en investissant cet argent sur place, on aura peut-être du bon riz NOP. On a le riz des Yagua qui reste dans des conditions, je ne vais pas les décrire. Tout le Cameroun n'a pas ce riz, pourtant. C'est de bonne qualité, mais on préfère quand même importer du riz qui est resté dans des entrepôts, parfois des années. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est le prix, c'est quoi? As a matter of fact, fundamentally, Cameroonians are still victims of what I consider the colonial mentality. Just recently, you see the government has been communicating very much on meat in Cameroon, so that Cameroonians should be able to consume meat in Cameroon. But we are still victims of that colonial mentality. 90% of Cameroonians believe that anything that comes out of Cameroon is better. He brought up the issue of Ndob rice. Right at FAO, Ndob rice is qualified as the most nutritious rice produced in Africa. That's true. 90% of Ndob rice produced in this country is exported. Cameroonians don't consume the rice, not because it is not available, because they feel that it is local. So anything local is not good. That's true. It is a serious colonial mentality, and the government has been working so much on that. I think everywhere now you see made in Cameroon. They are made in Cameroon shops everywhere. In Douala, I think we have about 10 made in Cameroon shops. But mark you, when you go there, you don't see any affluence. You see them in some other supermarkets that I don't want to call their names here for the sake of publicity. Perhaps it's cheap. It's not about the cost. It's about the mentality. Mark you, for those of us who have had the opportunity to stay in Europe and the US and around, no household in Europe doesn't have a garden in their backyard. Mm-hmm. In the USA, everybody has a garden in their backyard. They don't buy tomatoes in the market. Mm-mm. It is embarrassing to know that we buy tomatoes in the market here in Africa. You won't get somebody in the US buying tomatoes in the market because everybody has basically a garden in their backyard. How do we cultivate that mentality here? All the youth rural exodus is a problem. There is this wrong mentality in Cameroon in particular that people who do agriculture are poor people, whereas the richest people in the US and America are farmers. It is ridiculous for somebody to tell you that their son is a farmer. They are ashamed to tell you that their children are doing farming. They want to tell you that my child is a journalist, a prestigious journalist like you. My son has a matricule, he's working in Yaoundé. It is just crazy. It is mad. The government is working so much. Just imagine about the project PAGEU. 90% of Cameroonians who died in the Mediterranean crossing to Europe used PAGEU money. Government initiated the PAGEU project where youth could write projects, come and they are financed. They rush in with the projects. The moment they just got the money, they take and go. They took the road to Libya, yes, cross over, and went and died in the Mediterranean. What do you expect from the government? We need a change of mentality, and that change of mentality must start in our homes. Parents must start educating their children to understand that fundamentally
agriculture is the backbone of any economy. We should not be ashamed to do agriculture. State has something to do for that. Dalvaris Ngudjou, il pose le problème de la perception que les uns et les autres ont de l'activité agricole. On en a honte. Ailleurs, les fermiers sont parmi les plus riches. Peut-être c'est en termes de volume de ce qu'on produit, en termes de qualité de ce qu'on produit. De plus en plus, on est dans la problématique d'utiliser les matières premières locales à la place du blé. On parle du manioc, on parle des patates, etc. Mais quel volume produit-on pour satisfaire le marché local? Ça repose la problématique de cette agriculture de seconde génération dont on clame tant, mais on ne voit pas venir forcément. Vous savez aussi, une de mes casquettes, c'est que je suis vice-président du patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun, en charge de l'agro-industrie. Et ce que mon compagnie dit est extrêmement vrai. Il y a des efforts qui sont faits pour pouvoir, pour encourager la consommation du Made in Cameroun. Mais combien de Camerounais consomment le Made in Cameroun? Le prix est parfois abordable, hein? Le prix est parfois abordable. Mais les gens, il y a des magasins spéciaux. Même au siège du PAJEC, à Bonham, ça dit, il y a des produits made in Cameroun, il y a du chocolat made in Cameroun. Et parfois, ce n'est pas des milliardaires qui le font. Parce qu'avec la libéralisation de par le monde entier, il y a des machines qui peuvent faire le chocolat de petites quantités, etc., etc. Donc moi, je crois qu'il y a cette question de mentalité. Mais au-delà, n'oublions pas que même au niveau des volumes auxquels vous faites allusion, généralement, on produit en volume avec le soutien de l'État. C'est comme ça. Et surtout, moi, je dis, nos responsables étatiques doivent se prendre au sérieux. Nous sommes sur une scène internationale, tout est géostratégique. Vous savez, contrairement à ce qu'on se dit, depuis un certain nombre de temps, la Chine exporte plus du riz. Ils ont une population d'1,3 milliard de personnes. 1,3 milliard de bouches nourries, ça ne coupe pas les rues. L'Inde aussi, de moins en moins, on exporte. En octobre dernier, justement, on a travaillé dessus en Asie. L'Inde a pris des mesures pour refuser l'exportation du riz parce qu'elle ne parvient pas à satisfaire sa population locale. La semaine dernière, le président Poutine était face à la presse lors de son bilan annuel et il a pris des mesures. La Russie a eu une production record de blé, plus de 150 millions de tonnes. Mais le président russe a pris des mesures pour ne plus exporter le blé dur. Ça veut dire que tôt ou tard, il faut que nous, qui avons une mentalité de consommation extravertie, prenons des mesures déjà. Sinon, dans 6 mois, on va se mettre à pleurer sur tous les toits. Pour dire quoi? Quand je prends le cas de l'Inde, de la Chine ou de la Russie, c'est pour dire que nous, au niveau de l'État, on doit prendre des mesures. Nous sommes l'un des rares pays de... Vous savez, au Cameroun, quand même, là, ils ont été extrêmement riches, très montagneuses, notamment le département du Mungo, où il y a des grandes multinationales installées là-bas. Nous produisons de bananes de bonne qualité, mais curieusement, on refuse de nourrir la population, on exporte. Dans tous les pays sérieux, quand on produit, on nourrit d'abord la population, ensuite on exporte. Mais chez nous, c'est l'inverse. Est-ce que vous savez que la France est le premier pays producteur, entre guillemets, de bananes douces en Europe? Pourtant, ça provient du Cameroun. Ça vient de chez nous. C'est pourquoi il n'y a pas de bananes sur le marché. C'est pourquoi on vend 1 ou 2 bananes, je ne sais pas combien, ou à 50 ou à 100 francs. Parce qu'on n'a pas. Alors qu'on produit des milliers de milliers. En réalité, dans les statistiques, vous savez, on a travaillé sur la finance encore là. Les premiers produits d'exportation du Cameroun, c'est la banane et le bois. Mais comment exporter quand vous ne nourrissez pas vos enfants? C'est comme une maman qui prépare, elle refuse de nourrir ses enfants, elle va tout vendre, elle vient pleurer les enfants. Il y a une personne qui ne va même pas manger. Quand vous produisez en Djombe Penja et que vous exportez tout pour nourrir les blancs. Comment on explique ce phénomène-là? Comment on le comprend? Très bien. En fait, ça veut dire que nos politiques alimentaires sont en réalité dirigées ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on satisfait les besoins avec cela. Est-ce que vous savez que les Chinois, par exemple, qui ont pris des milliers d'hectares ici au Cameroun, cultivent le manioc, exportent l'ensemble de ce manioc en Chine, jusqu'aux feuilles de manioc? Parce que c'est très riche. Nous sommes en train de faire des questions alimentaires qui touchent la malnutrition. Des feuilles de manioc, la vitamine D, le calcium et tout ce que nous achetons très très cher. J'en ai acheté encore pour maman ce matin. En réalité, les Chinois savent qu'il y a ça dans les feuilles de manioc. Parfois, même les bâtonnets là, je ne sais pas comment on avait, les tiges de manioc, ils exportent en totalité. À votre avis, qui les a donné l'autorisation de le faire? Si ça, ce sont bloqués ça au port, ça ne va pas passer. Si on dit retourner ça et mettre ça sur le marché, on va se faire. Même ce que notre ami parle, même quand les gens vendent des produits au Gabon, vous savez, dans d'autres pays, à votre avis, pourquoi les Européens exportent ici moins cher? Les Européens exportent ici moins cher parce qu'en fait, ils bénéficient de la part de la politique agricole commune. Ça veut dire qu'il y a un soutien financier. En d'autres termes, le Camerounais qui produit les tomates,
S'il vend sur le marché camerounais à 3 000 et au Gabon il vend à 5 000, ça vient sur plus de 2 000. Si l'État camerounais dit que non, je vais te soutenir pour les 2 000, il va vendre au Cameroun. Ça se fait dans tous les pays où vous voyez là, c'est cela. On soutient. C'est même le même principe avec la question du carburant. Quand on dit le soutien du prêt à la consommation, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie du coût que c'est l'État qui supporte, mais 750 milliards c'est vous supporter. Si on le fait pour le pétrole, on peut soutenir pour l'agriculture. Parce que si vous ne mangez même pas, comment vous allez prendre le volant de votre véhicule? Très compris. C'est l'occasion pour nous de souhaiter bienvenue à notre 4e panéliste. C'est un cas de force majeur qui l'a contraint à arriver à ce moment du débat. Francis Hervé Yala, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux éminences qui partagent ce plateau avec vous et avec nous. Je rappelle, vous êtes... Je vous ai écouté en sous-cap tout au long du chemin par le digital, donc j'ai rien raté. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le président exécutif du réseau national des consommateurs du Cameroun. Eh bien, nous reparlons de ce sujet. Bien manger est un droit. Autant le droit à la santé, le droit au logement, bien manger est un droit. Votre réseau a un ancrage national, donc vous effectuez des descentes sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez? Que mangent les Camerounais? Singulièrement ceux qui sont dans les zones en crise, le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord du Cameroun. Que sont devenues leurs habitudes alimentaires? Je crois qu'en amont, les copanélistes ont suffisamment argumenté sur la question. Ils ont donné un maximum d'informations crédibles, sur la façon dont les Camerounais s'alimentent de plus en plus. Et je crois que pendant que je rentre sur le plateau, il y a le docteur qui arguait déjà sur la question de l'extraversion de notre consommation. Mais je pense aussi qu'il a soulevé d'autres questions liées au fait que nous produisons beaucoup, mais nous exportons tout en lieu et place de nourrir nos populations. Voilà. En quantité et en qualité. Ok, revenons dans les zones en crise. Voilà. Qu'est-ce qui s'y passe, puisqu'on parle des victimes, notamment dans ces régions-là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Quelle est devenue leur habitude alimentaire depuis la survenue de la crise? La vérité, c'est que le Cameroun, honnêtement, n'est pas, de manière générale, ce chiffre-là de 3 millions est, pour moi, quand même assez fort, assez violent. Pour notre réseau, nous pensons, et nous allons vous le dire tout à fait clairement, qu'il est un peu exagéré. C'est vrai que nous rencontrons des sérieux problèmes d'alimentation dans les zones en crise, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut aller jusqu'à penser qu'il y a un risque d'insécurité alimentaire, parce que les gens ne mangent pas, ne consomment pas du pain ou du blé ou encore du lait ou je ne sais pas trop quoi. Mais en réalité, et je m'appuie très sérieusement sur un argument de fond de mon copanéliste qui disait tout à l'heure que les Chinois exportent jusqu'aux feuilles de manioc, jusqu'à peut-être les tiges des bâtonnets c'est les bâtons, c'est les tiges de manioc, et tout ils partent avec. Produits chinois. Parce qu'ils savent l'importance de ce qui est logé dans chacun soit les feuilles, soit les tiges, soit les tubercules. Pour ainsi dire que les populations de l'arrière-pays jusqu'ici se nourrissent clairement sont toujours nourris de cette agriculture rudimentaire, parce que nous on a grandi dans ça aussi. On a une maison, derrière on a une plantation, ou plus loin, à 2-3 km, on a une plantation et il va chercher des vivres et on revient avec. À partir du moment où ce mécanisme est biaisé, à partir du moment où l'exode rural a poussé tout le monde à revenir vers la ville, à partir du moment où on s'est déconnecté de ces habitudes culturelles, parce que c'est des habitudes culturelles de chez nous, il y a un risque que l'on tombe dans le piège de l'extraversion de notre consommation en pensant que c'est en consommant forcément le riz thaïlandais, c'est en consommant forcément du riz parfumé fait à base de... C'est ce que j'appelle le riz thaïlandais, encore que c'est des OGM, parce que quand un riz est déjà parfumé, il n'est plus un riz qui est, pour ma part, sain à la consommation. Il peut même être sain à la consommation, mais il peut avoir des velléités de nocivité sur votre santé à la longue. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il y a de quoi questionner la politique alimentaire nationale et les stratégies nationales de consommation mises en place. Et c'est pour cela que je voudrais, donnez-moi la possibilité de déblayer un tout petit peu, vous expliquer, vous présenter le tableau.
pour ce qui est de la consommation locale aujourd'hui. Le ministère du Commerce, par exemple, qui est un ministère de la consommation, c'est le patron de la consommation, est totalement fixé sur l'import-export. Aujourd'hui, l'essentiel de ces services vont dans l'import-export, 80-85%. Et cela tue de plus en plus la consommation locale. L'import-export, c'est le commerce extérieur. Et le commerce intérieur, qui concerne notre alimentation locale, qui concerne la stratégie nationale de consommation et des techniques de consommation, qui concerne le besoin de couvrir, de faire la politique des quotas sur on a produit telle quantité, qu'est-ce qu'on exporte, qu'est-ce qu'on garde pour la consommation locale. On produit de la tomate, du riz en Dop, de la tomate à Fumbote, et il a parlé de la banane plantain en Djombe, Penja, Doum, Banga, donc partout dans le Congo. Mais quels sont les quotas de ce que nous avons réservé pour l'export et qu'est-ce que nous gardons pour notre consommation? À partir du moment où nous ne contrôlons pas ça, où on pense que le ministère du Commerce ou alors le commerce, c'est un département qui est totalement fixé pour l'import et l'export, on a foutu, on laisse un grand vide qui va créer à la longue des problématiques comme celle que vous mettez sur la sellette en ce moment. Et pour sortir, je voudrais noter que le ministère de la Santé est ici en train de dire, il faut bien comprendre le sens du thème, on pointe un droit accusateur sur tous ces hauts commis de l'État, ou tous ces ministres-là, qui occupent des départements importants, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit le commerce, pour leur dire il y a des problèmes. Vous n'êtes pas en train de faire votre travail comme cela se doit. Les populations sont exposées à plusieurs dangers qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, impacter la santé alimentaire et en cela peut se dégager aussi des risques sanitaires graves possibles. Ok, merci beaucoup Francis, Hervé et Ala. Vous semblez remettre en question les chiffres. J'aimerais rappeler... Nous ne semblons pas, nous remettons en question. Voilà. J'aimerais rappeler également que vous remettez en question le rapport du ministre de l'Agriculture qui, dans une sortie, une communication gouvernementale, a rendu public ces différents chiffres. Eh bien, nous allons poursuivre avec les solutions. Le ministre a rappelé justement qu'il y a des stratégies qui sont mises sur pied et que dans quelques mois, on arriverait à une réduction de l'ordre de 3,4% de Camerounais qui n'arrivent pas à s'alimenter suffisamment et convenablement. L'une des mesures, ce serait l'utilisation des engrais pour accompagner les cultivateurs. Je me retourne vers le phytothérapeute, nutritionniste, qu'on ne présente plus, Marcel Thiagué. Quelles sont les précautions à prendre quand on parle d'engrais? Il y a la santé qu'il faut préserver. Il y a un type d'engrais qu'on ne devrait pas utiliser naturellement. Je ne suis pas ingénieur agronome, je ne m'y connais pas véritablement dans les engrais. Voilà, mis à part le fait de cultiver d'une manière ou d'une autre une partie de ce que nous consommons nous-mêmes, je ne m'y connais pas véritablement. Mais c'est connu aujourd'hui, je vais dire par le moyen de l'information, que les engrais, si ceux-ci sont mal manipulés, ben, ça peut finir justement par créer de sérieux problèmes de santé. J'ai été, parce que je passe une bonne partie de mon temps à l'ouest, vous parliez de Fumbote tout à l'heure, témoin des pratiques, je précise encore, qui relève, j'ai utilisé le mot de la sorcellerie. Voilà, vous avez affaire à des gens, comme je dis, et qui ont plus conscience de combien ils gagnent que de combien la population gagne, je vais dire en termes de valeur nutritionnelle et tout le reste. Vous comprenez le sens de ma question, la santé alimentaire. Oui, justement. Et comme je dis encore, il revient à ceux qui sont les patrons du secteur, comme on va dire, de contrôler, de veiller que les différents intrants, que tout ce qui est utilisé justement soit propice à la santé des citoyens tout simplement. Voilà. C'est leur responsabilité. Ok, le président Paul Biya, dans l'une de ses adresses à la nation, il invitait les jeunes à retourner à la terre. La terre ne ment pas, c'est une vérité qui vaut tout son pesant d'or. On ne peut pas cultiver si l'accès au foncier, l'accès à la terre, c'est la question que je vais poser à M. Ngwa Siaka sur ce plateau, le représentant, le communicant du RDPC. Quelles sont les politiques, les facilités justement qui sont mises en place pour permettre à ces Camerounais qui prennent la route de la mer, qui préfèrent aller se faire bouffer parfois par les poissons dans l'océan, qui meurent au désert, peut-être n'ont pas eu l'opportunité
d'avoir un lopin de terre pour exercer l'agriculture. Pourtant, on en voit des kilomètres lorsqu'on voyage, des hectares de terre à perte de vue qui sont inutilisés. Pourtant, les marchés, on a besoin de nourriture. It is a question of having the will. Where there's a will, there is a way. You know, our head of state, who is the boss of the Green Revolution, is a farmer himself. And many a times he has come up in his end of year speech to encourage and call on the youths to get involved in agriculture. Yes. But you will bear with me that the youths of the 21st century have gone so digital in the sense that they are not interested in agriculture. And I earlier raised the point where the government went I'm as interested. far as... I'm interested. The government went I'm a as young far woman as and I'm offering interested. aid, the PAGE-U project. I talk about the PAGE-U, where government gave money to PAGE-U and the youth took the money and disappeared into thin air. De l'argent qui a été également détourné d'après certaines informations. Pas forcément les jeunes, même les dirigeants. Même les dirigeants. Voilà. Débat important. Voilà. Anyway, that's les responsables mettaient l'argent aux gens de leur famille qui disparaissaient avec. Absolument. That is a debate for another day. That's a debate for another reality. day. But the reality is that our youths of today are not interested in agriculture. Not because they deliberately decide not to get interested in agriculture, because we have not transferred that culture of agriculture to them. We grew up knowing that every morning when I come back from school, I drop my bag, I have to follow my parents to the farm. But it is a taboo to tell a youth today to go to the farm. Peut-être parce que la méthode utilisée par le parent jusqu'ici, les méthodes rudimentaires n'ont pas forcément enrichi le père. On devrait penser à passer à autre chose, non? No, how can you say that? On a par exemple des tracteurs qui sont abandonnés quelque part là-bas à Ebolova après le comice. On espérait une agriculture mécanisée, mais on est resté jusqu'à présent avec les machettes dans les champs. Ça ne fait pas rêver les jeunes. That is a debate for another day because it's the debate of today. Just recently, yes. The Presidential Plan for Reconstruction, they distributed fertilizers, farm tools, tractors to cooperatives and farmers in the Northwest region, just a few weeks behind. But that question of tractors being abandoned in the bush is a debate for another day, because I don't think any sane person will carry tractors and block them somewhere. We need to find out and know exactly why those tractors are blocked there, because the government is still buying tractors and distributing to farmers, like they did in the Northwest. They did in my constituency. I was right there. Farmers took tractors, cooperatives took tractors to go and do farming. C'était au lendemain d'un grand comice agro-pastoral. Il y a eu des tracteurs justement achetés avec l'argent du contribuable camerounais. Mais les dernières images que nous avions, ou alors que nous avons eues en tant que journalistes de terrain, ce sont des tracteurs ensevelis par des herbes folles, sans qu'on ne sache très bien ce qui s'est réellement passé. Il y a un déficit d'informations tout autour. Nous allons évoluer justement. Nous allons. Je ne sais pas pourquoi. Tout Camerounais, mais au moins, c'est que c'est vrai. Il dit que c'est vrai. Et puis, écoutez, il dit quelque chose qui paraît être un peu incongru quand il dit que les jeunes ne sont pas intéressés par l'agriculture. C'est faux. C'est très faux. Je vais vous dire. Ça fait 4 semaines que dans le cadre de la brigade du contrôle des marchés et du suivi de mécanismes de consommation sur le terrain, que nous sommes sur le terrain dans l'arrière-pays. Le réseau national des consommateurs, nous sommes partis de Douala pour Mangouma, passant par Ezeka, puis des Ezeka pour Yaoundé, en passant par Vengue et Ngomjak. Nous avons fait des arrêts progressivement ces 4 semaines. Nous sommes partis de là pour Douala, de Douala pour Loum, Njombe, Manga aujourd'hui. Nous sommes revenus à Douala hier. Pour vous dire, nous sommes allés dans l'arrière de Loum. Quand les gens passent à Loum, ils voient une ville, ils voient quelques maisons, mais ce n'est pas ça Loum. Nous sommes allés derrière, à peut-être 15 km derrière Loum, pour toucher du doigt ce qu'il se passe. Et nous avons vu à 3h30, à 4h, des jeunes en train d'aller en plantation. C'est dans la culture, c'est dans nos gènes. Et des jeunes, quand je vous dis des jeunes, même avec leurs enfants, c'est des messieurs, c'est de la famille, tout le monde sort à la tête de la main, ils font de l'agriculture rudimentaire. Alors, ce qui était curieux, c'était de voir qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas. Et nous nous sommes amusés à faire 5 km à pied avec eux pour voir jusqu'où ils vont. Je vous le dis, c'est authentique ce que je vous dis. Vous demandez au commissaire de police,
le commissaire spécial de la ville de Lomé. Il va vous dire que nous étions dans sa ville et nous y sommes allés. Alors quand nous sortons de là, autour de 11h, et que nous attendons ces jeunes-là revenir, à partir de midi, vous les voyez revenir avec des régimes de gluten qui sont faits bio. Quand je parle de bio, c'est pas biologique, non, c'est pas biochimique, mais c'est plutôt biologique. Parce que quand on dit bio, il faut faire attention. Ça veut dire aucun produit non fertilizer. Des gros régimes de gluten énormes. Et on leur pose la question, mais comment vous faites? Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de route. Ils en produisent énormément. Il y a des centaines et des centaines de régimes, et ils ne peuvent porter que ce qu'ils peuvent. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de sortir la bouffe jusqu'à la voie principale. Donc quand vous le dites comme ça, c'est pas bon. Il y a beaucoup de jeunes dans l'arrière-pays. À Mangouma, c'est la même chose. En Gomdiap, c'est pareil. En Bengue, c'est pareil. Mais c'est très grave. En Tombé, c'est la même chose. Donc, il y a du potentiel, mais il faut que les infrastructures de base soient installées et permettent... Merci, c'est entendu. De pouvoir en profiter pleinement. Oui, nous sommes rendus à 3 minutes de la fin de ce programme. Je vais justement vous relancer, vous. Dalaris Ngoudjou, vous êtes économiste justement. Planteur. Et planteur. À Yabassi, donc, après Solé là. C'est vous, voilà. Merci. Vous avez 1 minute pour nous dire comment faire rêver à travers l'agriculture pour que nous n'ayons plus faim au Cameroun. En dépit de l'abondance des terres, nous avons des meilleurs climats, on a un pays de rêve, mais dont la réalité ne fait pas rêver. Comment on fait pour sortir de cette phase où on mange hasardeusement? On ne sait pas si on mangera après. Pourtant, on a tout sur place. On a passé le temps, le président a parfaitement raison. Je suis agriculteur, je cultive sur 13 hectares de plantains à Solé. Alors, Yabassi pas Solé. Là où, à l'heure où je suis en train de vous parler, les plantains sont en train de tout pourrir. Vous demandez au préfet d'une camp, lui il a dit les véhicules ne peuvent pas passer, il a même mis les barrières, parce que quand la route est piteuse, on ne peut plus circuler. Moi je le comprends, on a bavardé, il m'a dit ça peut passer. Donc si vous avez un camion sérieux, ça ne peut pas passer. J'ai les plantains que je perds là. Mais maintenant pour les solutions, il faut comprendre que généralement en stratégie, quand on trouve les solutions, quand on veut les solutions, on procède par élimination. Il y a ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est exactement ce que l'État du Cameroun est en train de faire. C'est-à-dire appeler les grands bailleurs de fonds, les autres actions contre la faim. Si on élimine la faim, ils n'auront plus de travail. Ils ont des centaines de millions de dollars pour exister. Alors la Banque mondiale a prêté de l'argent qu'on a prêté depuis 50, 40, 80 ans. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin de tout ça là. Les gars de fonds UNICEF, tous ces trucs-là, ils existent là où le PAM. L'effort existe parce qu'il y a ces problèmes. C'est-à-dire, si vous les appelez pour trouver une solution, ils ne vous donneront pas la bonne solution. Parce que s'ils ont la solution, ils ne vont plus exister. Je prends un exemple simple sorti. Vous savez, de plus en plus, quand vous allez sur les marchés, quand on est dans les surfaces, vous achetez des fruits. Parfois des mandarines, il n'y a pas de pépins. Pourquoi n'y a-t-il pas de pépins? Généralement, c'est des fruits qui viennent d'ailleurs. Et quand ces organismes viennent vous dire qu'ils vous apportent des solutions, ils vous apportent des semences. Mais ce sont des semences qui ne sont pas habilitées à être ressemées. Excusez la tautologie. Nous avons vu ça avec le maïs aujourd'hui et le manioc. Exact. Le manioc d'où on en trouve. Exact. Ça fait que tôt ou tard, nous allons dépendre des semences que nous allons importer. Alors qu'en fait, quand ça sert avec le gouvernement, ils vous donnent les bonnes semences qui ont été traitées, vous allez trouver la solution. Et on a fait, il y a des exemples très catastrophiques au Burkina Faso. Vous savez, ils ont introduit le coton qui était un coton transgénique, disant que ça va rester aux insectes et tout le reste. C'était la catastrophe. Cela a tué tout le sol. Et à côté, ils ont introduit les moustiques, disant que ces moustiques devaient en principe tuer les anopheles, mais c'était le contraire. Je vais dire, comme on a passé le temps, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter ce que l'État fait. C'est-à-dire de travailler avec ceux dont l'intérêt, c'est que la situation continue de perdurer parce qu'ils ont besoin de ça pour avoir leur budget et pour avoir le travail. Merci beaucoup. Votre mot de fin, Shune Ngwa Siaka, comment on fait pour améliorer ce problème, cette crise alimentaire? On ne va pas se le cacher. Le représentant des consommateurs estime que les chiffres sont un peu gros, mais les rapports, que ce soit avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux et même en interne, il y a problème. Près de 10% des Camerounais ont du mal à s'alimenter. Pourtant, nous sommes dans un pays de rêve. On l'appelle même le continent. Comment on fait pour améliorer, pour sortir de là? Yeah, food insecurity is a reality in Cameroon. It's a global crisis. It's a reality in Cameroon. And fundamentally, we know that food insecurity can be short-term or temporal. Actually, what we are facing in Cameroon now is that
food insecurity in Cameroon, basically in the northwest and southwest, the restive regions, is temporary because of the insecurity. But the percentage, as he earlier said, he contested the statistics. But I think Cameroon has a situation of food insecurity, but it has increased because of the security situation. But I think that government has to re-strategize to see that we become self-sufficient. Because we have very fertile soils. Cameroon is occupying less than 50% of its national territory, and the rest of the territory is very, very fertile. I think we should re-strategize, governments should re-strategize on their policy of food production so that Cameroonians can be able to feed well and then can export to the other world. Thank you. Je reviens, vous aurez votre temps de parole s'il vous plaît. C'est le temps du docteur Marcel Thiagué, justement. Qualitativement, quantitativement, en dépit des moyens, comment on fait? On ne va pas crever, il faut quand même trouver des astuces. C'est vrai que j'ai déjà posé la question, mais puisque nous sommes en train de sortir, comment on fait dans un pareil contexte pour ne pas mourir de faim? Non, comment on fait? J'ai déjà donné ces réponses. 2500, 3000, 5000, ça ne va pas suffire si vous devez tout acheter au marché. Madame Monique, c'est une réalité, ça ne va pas suffire. Trouvons, si vous voulez trouver la possibilité... Ma question, c'est davantage sur le choix, la qualité des produits à prendre sur le marché. Je vais dire dans un contexte où tout est pratiquement cher. C'est assez difficile, c'est assez compliqué. Que je vous dise quoi? Qu'il faut aller pour les bananes non mûres qu'on va faire bouillir avec les arachides, ce qu'on appelle le toxi banana, question de manger. Parce qu'après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier avec la sécurité alimentaire, c'est un problème justement de qualité de ce que vous mangez. Si ce n'est pas de bonne qualité, vous créez d'autres problèmes qu'il faudra davantage d'argent pour résoudre. Merci beaucoup. 30 secondes, Francis Eyala. Je voudrais vous dire, madame, que le Cameroun n'a pas un problème de risque alimentaire. Je ne sais pas, on a parlé de quoi? De sécurité. L'insécurité alimentaire aiguë. Non et non et non. Il faut que nos gouvernants arrêtent de faire vivre les Camerounais dans la phobie, dans la peur permanente. Ce qu'il faut aux Camerounais, c'est le pouvoir d'achat. Merci. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut d'abord... C'est entendu. Améliorer le pouvoir d'achat des Camerounais pour qu'ils puissent accéder aux denrées vendues sur nos marchés. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous disons bonsoir à Souné Ngouassiaka, communicant du RDPC qui a fait le déplacement. Bonsoir, bienvenue. On va te souhaiter la bienvenue, bonsoir, autant pour moi. Damaris Ngoudjou, merci d'être venu, économiste géostratège. Président exécutif du réseau des consommateurs au Cameroun, merci d'être venu.